Londres, 1815. La brume s'accroche au toit, lourde sur les épaules. Les pavés luisent, la bourse halète. Dans le vacarme des voix et des plumes, un homme avance sans ruban ni médaille, sans uniforme ni couronne. Et pourtant, ce matin gris, il tient un levier plus puissant que n'importe quel canon du continent. Nathan Mayer Rothschild. Dans la poche de son manteau, une nouvelle court plus vite que les estafettes royales. La bataille qui scellera le sort de l'Europe vient d'avoir lieu à Waterloo. Les généraux ne savent pas encore ce qu'ils savent déjà. Les cours frémissent, les rumeurs gonflent. Il vent. Fort. La panique se lève comme un vent de tempête. Puis, quand tout chancelle, il achète. Sans un mot. À vil prix. Au soir, la dépêche officielle tombe. Napoléon est vaincu. La légende retiendra qu'à la vitesse de son réseau, Nathan a changé un secret en fortune. Peu importe la part de mythe, la leçon, elle, est claire. Le pouvoir ne récompense pas toujours le plus fort, mais le plus rapide. Pas seulement celui qui possède, mais surtout celui qui sait. Pour comprendre comment une famille partie d'une ruelle étroite de Francfort a fini par financer l'Europe, il faut revenir dans cette ruelle. Le soir, on ferme les portes, on allume les bougies. Au fond d'une échoppe, des pièces anciennes scintillent dans des écrins de velours. Mayer Amschel Rothschild écoute autant qu'il vent. Les princes repartent avec des monnaies rares et laissent des confidences ordinaires, armées à solder, dettes à rouler, dots à constituer, guerres à lancer. Mayer comprend vite que l'Europe moderne ne tourne plus à l'or, mais au crédit, et que le crédit ne s'appuie ni sur la force, ni sur le faste, mais sur la confiance. Il prouve qu'il est discret, exact, tenace. Un prince de Hesse lui confie des sommes énormes. L'orage napoléonien passe, l'argent revient. Une réputation s'impose. Quand Mayer promet, l'argent circule et revient. Il a 5 fils. Au lieu de bâtir 5 fortunes, il construit un réseau. Amschel reste à Francfort, Salomon part à Vienne, Nathan à Londres, Karl à Naples, James à Paris. 5 flèches, un seul arc. Les mariages se font entre cousins, les livres sont gardés serrés, l'information se partage avant le profit. Leur atout n'est pas seulement le capital, c'est la vitesse. Messagers, codes, pigeons voyageurs, lettres chiffrées. Ils apprennent avant les chancelleries ce que les rois s'apprêtent à signer. Ils savent, avant les généraux, ce que coûte une victoire et ce que vaut une défaite. Ils prêtent quand d'autres hésitent, surtout là où le monde a besoin de repartir. Dans les guerres qui déchirent l'Europe, le crédit devient logistique. Acheminer des fonds jusqu'à une armée en marche, changer des devises sans faire tanguer un trône, payer des milliers d'hommes à des centaines de kilomètres, les Rothschild en font un savoir-faire. Après la chute de Napoléon, l'Europe est à recoller. Des États démunis, des dettes qui gonflent, une industrie qui pousse depuis l'Angleterre comme une forêt d'acier. Les frères s'installent près des centres de gravité. La City pour Nathan, les Tuileries puis la rue Laffitte pour James, la Hofburg pour Salomon. Ils ne se contentent pas d'avancer des fonds, ils donnent le ton de la finance moderne. L'obligation d'État devient une langue commune, les coupons un calendrier européen, leur signature un gage de stabilité pour des gouvernements fragiles. Ils financent la reconstruction, puis la révolution silencieuse du rail. Là où passe la locomotive, la distance rétrécit et la valeur grimpe. James comprend, en France, qu'une ligne n'est pas une simple infrastructure, c'est une artère où circulent salaires, loyers, marchandises. Le Nord, l'Est, l'Italie. Le réseau dessine une carte nerveuse qu'alimente leur argent. Mines de charbon, de fer, de mercure, aciéries qui grondent, ports qui s'agrandissent. À Vienne, Salomon stabilise la dette de l'Empire. À Londres, Nathan place des emprunts qui confortent la livre. À Paris, James devient le banquier d'un régime décidé à paraître moderne. Ils ne font pas la politique. Ils font tenir l'économie qui la rend possible. Ils savent se tenir loin de la lumière. Un hôtel particulier peut briller, un salon chuchoter. La décision véritable se prend loin des miroirs. Ils reçoivent peu, observent beaucoup, répondent rarement. La discrétion nourrit la rumeur mais protège l'avantage. On les croque en araignées couvrant l'Europe de leur toile.
On leur prête des intrigues qui n'auraient même pas été rentables. Tant mieux. Pendant qu'on fantasme leur pouvoir, ils le rendent prosaïque. Un contrat bien ficelé vaut mieux qu'une légende. Une échéance honorée, mieux qu'un panégyrique. Leurs coups d'éclat sont souvent des pare-chocs. Crise de liquidité à Londres dans les années 1820. Nathan livre du métal à la Banque d'Angleterre pour éviter l'arrêt du système. Souverain en mal de coupons. On renégocie, on lisse, on pose un pont sur le vide. Canal de Suez en jeu stratégique. Londres réunit en urgence l'argent pour racheter les parts du Khedive d'Égypte. L'opération se boucle en heures, portée par la confiance accumulée. Banquier, certes, mais surtout amortisseur. Là où l'argent peut empêcher la politique de casser, ils mettent l'argent. Dans leurs lettres qui filent d'une capitale à l'autre, peu d'emphase, beaucoup de mesures. Taux, délai, volume, risque. Les mots-clés sont prudence, patience, exactitude. Ils se méfient des emballements, détestent les promesses floues, laissent le moins possible au hasard. Leur religion, la régularité. Leur morale, la parole tenue par écrit. Ils ne prêtent pas à tout va. Ils se posent où l'histoire a besoin d'un pont. Ils le construisent, facturent le passage, entretiennent le tablier. Le 19e siècle ne leur appartient pas seul. De grands établissements naissent, les banques centrales s'affirment, d'autres dynasties émergent, les marchés s'organisent, la presse économique apparaît. Le système qu'ils ont contribué à inventer tourne désormais sans leur nom sur chaque ligne. Force et menace. Plus il y a d'intermédiaires solides, plus leur monopole s'efface. Ils s'adaptent, se spécialisent dans le long terme. Mines ibériques, concessions, infrastructures. S'enracinent dans l'industrie lourde, le métal qui se compte en tonnes et se paie en décennies. Les révolutions de 1848 renversent des trônes, pas les coupons. Ils ne prennent pas parti, sachant que la dette survit au drapeau hissé sur l'hôtel de ville. Leur discrétion les protège encore. La monarchie de Juillet leur avait ouvert des portes. La Seconde République ne les claque pas. Le Second Empire les fréquente. La Troisième les consulte. À Vienne, Berlin, Londres, le scénario se répète. Les régimes passent, l'instrument demeure, et celui qui sait en jouer reste utile. Leur nom, symbole commode, attire autant la fascination que la haine. Juifs dans une Europe où l'antisémitisme se pare de caricatures et de pseudosciences, ils bousculent des hiérarchies d'anciens régimes. Leur efficacité rappelle que le mérite ne demande pas de sang bleu. Pamphlets, fantasmes, inquiétudes. Ils répondent peu, préfèrent la charité à la polémique. Hôpitaux, écoles, musées, fondations. Ce n'est pas de la communication, c'est de la stabilité sociale. On peut rejeter un banquier, on remercie un bienfaiteur. Le XXe siècle rabote brutalement les vanités. La Première Guerre mondiale met à l'épreuve les appareils financiers. Les États s'endettent à des échelles qui exigent planches à billets et coordination monétaire. Les banques centrales deviennent centres nerveux. La politique monétaire remplace la relation personnelle. La famille reste influente, mais l'orchestre joue une symphonie que personne ne dirige seul. Puis vient la catastrophe qui ne brise pas seulement des équilibres, elle vole des vies et des biens. L'Europe nazie exproprie, pille, humilie. Des branches s'éteignent, des patrimoines sont confisqués, des maisons changent de main sous contrainte. Après la guerre, on reconstruit ce qui peut l'être, on retrouve ce qui a survécu. On s'ajuste à un monde dont l'Amérique tient le centre. Dans ce monde neuf, l'héritage Rothschild n'est plus tant un stock d'actifs qu'un mode d'emploi. Accélérer l'information, synchroniser des places, transformer la confiance en infrastructure. Voilà la colonne vertébrale de la finance moderne. Les réseaux électroniques remplacent les pigeons, les taux directeurs, les entrevues feutrées. Les obligations se diluent dans des portefeuilles anonymes. L'idée, elle, ne change pas. Une économie est un système de promesses, et la stabilité de ces promesses vaut davantage que la taille des coffres. Ils avaient compris qu'un continent peut tenir par des coupons et des rails, que les guerres se gagnent aussi avec des transferts invisibles, que le crédit est un fil reliant un champ de bataille à un comptoir, une gare à un ministère, une table familiale à un traité. La famille n'a pas disparu,
elle a changé d'échelle. Domaine viticole, banque d'affaires, investissements diversifiés. Des sièges qui existent encore sans prétendre incarner l'Europe entière. On lit leurs noms à Londres et à Paris, dans des fondations, des conseils, des catalogues. Leur pouvoir n'a rien de mystique. Il n'en a jamais eu besoin. C'était une méthode, un style, une discipline. Voir vite, décider net, honorer absolument. Ce récit n'est pas celui d'un magicien, mais d'un apprentissage. Mayer, le soir, à la lueur d'une bougie, comprend que la monnaie n'est qu'un pont entre aujourd'hui et demain. Nathan, à Londres, qui fait passer l'or à travers un monde en guerre, sait qu'un pont ne tient que s'il est entretenu. James, à Paris, qui lève des gares et des lignes, voit que la richesse se propage comme une onde. Elle suit rails, ports et postes. Salomon, à Vienne, sait qu'un État vaut ce que vaut la confiance qu'on lui prête. Une famille n'a pas fait l'Europe seule, mais elle l'a aidé à se financer, à tenir quand tout bougeait, à se relever quand tout tombait, à accélérer quand tout hésitait. Elle a mis au point un alphabet que nous parlons encore. Obligations, coupons, spread, échéance, convertibilité. Elle a rappelé qu'un continent est d'abord une conversation entre bilans et que le crédit, ce « je crois que tu payeras demain », est une des formes les plus puissantes de la politique en acte. On peut juger, absoudre, célébrer, chercher héros, fautifs ou complots. L'histoire, obstinée, montre la mécanique. La dette lie, la vitesse décide, la confiance tient. Pendant un siècle et demi, les Rothschild ont incarné cette triade. Ils ont prouvé qu'un nom peut faire pont entre des places qui se méprisent, que l'information peut être une armée, que l'exactitude peut, parfois, sauver une paix fragile. Que reste-t-il à la fin? Des hôtels, des archives, des œuvres, des vignes, des bilans et des habitudes. Annoncer moins qu'on ne sait, promettre moins qu'on ne peut, livrer plus qu'on a dit. La conviction qu'une société se garde parce qu'elle redistribue plus que parce qu'elle cache. La prudence de fuir l'orgueil, de choisir les dossiers utiles, de laisser passer ceux qui n'ajoutent que du bruit. Le monde a grandi depuis Francfort. Les écrans ont remplacé les messagers, les algorithmes les commis d'antan, les banques centrales les salons. Éteignez tout un instant, on entend la même rumeur qu'hier. Quelqu'un avance de l'argent à quelqu'un. Un train va partir, une usine va tourner, une ville va se relever. Et au bout du fil, la même question. Crois-tu que je te paierai demain? Chaque civilisation y répond par un dispositif. L'Europe eut parmi les siens celui des Rothschild, l'un des plus efficaces. On peut aimer ou détester l'idée d'un pouvoir sans trône, tenant tant de rênes. Mais difficile de nier que ce pouvoir a rendu possible la conversation la plus délicate entre nations, prêter et rendre. La finance a ses excès, ses fautes, ses abîmes. Elle a aussi ses vertus. Faire passer l'hiver, accélérer le printemps, donner du temps au temps. Dans cette tension, une dynastie a posé ses règles. Elle n'a pas réconcilié les anges et les chiffres. Elle a tenté d'empêcher les chiffres d'engloutir les hommes. Londres n'a plus la brume de 1815, Paris plus ses fiacres, Vienne plus sa Hofburg souveraine. Les fils de Mayer-Amschel ne décachettent plus de lettres à la cire. Mais quand l'Europe parle de se financer, elle répète encore des gestes venus d'eux. Lire vite, comprendre large, écrire net, livrer à l'heure. Dans le vacarme d'aujourd'hui, c'est peut-être le seul luxe qui n'a pas changé de prix. La confiance. Si l'on devait résumer leur histoire en une phrase, l'argent le plus fort n'est pas celui qu'on entasse, mais celui qui circule, pas celui qu'on exhibe, mais celui qu'on tient, pas celui qui brille, mais celui dont on tient parole. Tant que l'Europe aura besoin de ponts entre présent et futur, la trace de cette famille restera, non comme preuve d'un complot, mais comme l'exemple d'un métier, faire tenir ensemble des promesses, et par là, faire tenir ensemble des mondes.